nouvelle frappe aérienne ukrainienne massive contre la Russie, coûtant à Vladimir Poutine des centaines de millions en actifs militaires. La Crimée a encore été visée par les armes ukrainiennes à longue portée lors d'une attaque nocturne qui a détruit radars, chasseurs et d'autres équipements. La Russie semble toujours croire que son matériel militaire est en sécurité en Crimée. À maintes reprises, l'Ukraine prouve le contraire. L'Ukraine vient tout juste d'anéantir certaines des armes imparables de Poutine, ce qui signifie que la Russie vient de tout perdre, à un moment où elle essaye de projeter autant de force que possible. Le 18 décembre, l'Ukraine a mené une frappe massive pendant la nuit contre l'aérodrome de Belbek, situé dans la ville criméenne de Sébastopol. Sky News figurait parmi les médias couvrant la récente frappe ukrainienne en profondeur. Notant que des drones longues portés contrôlés par le centre des opérations spéciales Alpha du service de sécurité d'Ukraine, ou service de sécurité d'Ukraine étaient responsables de la majeure partie des dégâts causés. L'Ukraine a ciblé plusieurs types d'appareils aériens russes lors de l'attaque, y compris un chasseur MiG-31. Quel est le principal équipement russe détruit, avec plusieurs radars et une unité de défense aérienne? Mais il ne s'agissait pas seulement de supprimer les yeux et armes aériennes russes. L'Ukraine a de nouveau infligé de lourds dégâts financiers à la Russie, son attaque nocturne ayant entraîné la destruction de centaines de millions de dollars que le Kremlin avait investis dans la défense de la Crimée, même si elle reste souvent réticente à révéler la nature et l'ampleur de ses frappes aériennes. Le service de sécurité d'Ukraine semble suffisamment fier de ce qu'il a accompli dans la nuit du 18 décembre pour vouloir en parler. Dans une publication sur Telegram, l'organisation a partagé des photos fixes de la frappe qui semblent avoir été prises par les drones ukrainiens. Un résumé de ces réalisations. En Crimée, cette nuit, les drones longues portés du centre Alpha du service de sécurité d'Ukraine ont frappé avec succès la défense aérienne russe à la base militaire de Belbek, en Crimée occupée. Le service de sécurité d'Ukraine a d'abord annoncé que ces drones auraient détruit des cibles avant de partager la liste. Le MiG-31, mentionné précédemment, figurait parmi eux, que le service de sécurité d'Ukraine estime valoir jusqu'à 50 millions, et qui était entièrement chargé en armement, probablement en prévision de mener une frappe contre l'Ukraine dans les heures à venir. Les drones du service de sécurité d'Ukraine ont aussi détruit 2 radars Nebo SVU, valant chacun entre 60 et 100 millions. Un système de défense aérienne, Pantsir S2, est également parti en flammes, tout comme les 12 millions que la Russie aurait dépensés pour le construire. Enfin, l'Ukraine a détruit un radar 92 N6 du système S-400 russe, éliminant 30 millions de matériel supplémentaire. Le coût total de la nuit pour la Russie, environ 200 millions. Le service de sécurité d'Ukraine continue d'éliminer efficacement les systèmes de défense aérienne en Crimée, protégeant des sites militaires et logistiques clés des occupants, a-t-il déclaré. L'élimination progressive de ces composants affaiblit fortement la défense et les capacités militaires ennemies vers la Crimée. La Russie a ainsi perdu beaucoup d'argent dès les premières heures du 18 décembre. Cependant, c'est la perte de matériel sur lequel Poutine comptait pour défendre la Crimée et lancer des attaques contre l'Ukraine qui fera le plus mal à la Russie. Nous avons déjà évoqué les pertes de la Russie, mais pour saisir l'ampleur des dégâts infligés par l'Ukraine, il faut comprendre l'importance de ces systèmes pour la Russie. Abordons d'abord l'événement majeur de la nuit, la destruction d'un MiG-31. Dans son rapport sur la frappe en Ukraine, Militani a mis l'accent sur le MiG-31. Ce chasseur a été conçu pour intercepter et détruire des cibles aériennes à moyenne et haute altitude. Cela suggère que le chasseur était stationné à Belbek, prêt à décoller pour détruire précisément le type d'armes qui viennent de l'atteindre directement. The Warzone rapporte également la destruction du chasseur russe, bien qu'il émette quelques réserves quant aux affirmations du service de sécurité d'Ukraine, selon lesquelles le MiG-31 transportait une charge de combat complète au moment où il a été touché. L'Ukraine dit que le MiG-31 visé avait une charge de combat complète, bien que la vidéo disponible révèle qu'il ne porte aucun armement sous ses ailes. Rapporte The Warzone, il pourrait potentiellement transporter des missiles air-air sous le fuselage, mais les exemplaires montés à l'avant ne sont pas non plus visibles. Le média ajoute que ces appareils pourraient aussi être des leurs. Un véritable MiG-31 aurait été aperçu sporadiquement sur la base de Belbek ces dernières semaines, en supposant l'authenticité du chasseur. Ce sera le deuxième Mikoyan Gurevich, 31, que la Russie aura perdu à Belbek, ainsi que seulement la deuxième perte confirmée au combat d'un MiG-31, sur les quelques 130 appareils que The Warzone dit que la Russie possède. La technologie militaire offre quelques détails supplémentaires, notamment sur les types d'armes que les drones ukrainiens pourraient avoir détruites.
si le service de sécurité d'Ukraine dit vrai et que le MiG-31 était armé. Il précise que le chasseur russe peut être armé de divers missiles RR, dont le Vympel R-33E, à longue portée, guidé par navigation inertielle pour atteindre des cibles éloignées. Ce missile vise à détruire de grands appareils comme les bombardiers, y compris le B-52 Stratofortress. La Russie voulait sans doute garder son MiG-31 en Crimée, en prévision d'une attaque ukrainienne par chasseurs ou bombardiers. La Russie utilisait sans doute les missiles R-60 MK et Biznavat R-40 TD, un de ses chasseurs pour intercepter drones et missiles ukrainiens. Le MiG-31 dispose aussi d'un canon de 30 mm à 6 tubes avec 800 obus, tirant à plus de 10 000 coups par minute. On ignore si certaines de ces armes étaient à bord du Mikoyan Gourevitch 31, que le service de sécurité d'Ukraine dit avoir détruit. En détruire un serait déjà un bon résultat pour l'Ukraine, même si le MiG-31 compte parmi les principales défenses aériennes de la Russie à Belbek. Même les armes défensives les plus puissantes perdent en efficacité sans radar à proximité pour localiser les cibles. La Russie utilise ses radars pour surveiller le ciel et anticiper drones et missiles ukrainiens. Il n'est donc pas surprenant que l'Ukraine ait ciblé des radars russes lors de l'attaque du 18 décembre contre la base de Belbek. Cela nous amène au Nebo SVU. En fait, 2 d'entre eux ont été dévastés par les drones du service de sécurité d'Ukraine. Sky qualifie ces radars dieux de la défense aérienne russe en Crimée, car ils coordonnent de nombreux systèmes de défense et les avions de chasse basés à Belbek. Odin explique pourquoi, en soulignant que le Nebo SVU fait partie de la famille Nebo de radars à très haute fréquence, capable de fournir des données 2D et 3D sur ce qui se passe dans le ciel, dans leur zone d'opération. Le système fonctionne depuis 2004. Il possède de nombreux systèmes de renseignement qui lui permettent d'identifier les alliés des ennemis et de neutraliser les brouilleurs actifs qui généreraient son fonctionnement. Odin dit que le système peut détecter des cibles à une distance allant jusqu'à 350 km, soit environ 217 miles. De plus, un seul Nebo SVU peut suivre jusqu'à 100 cibles simultanément, ce qui devrait en faire le choix idéal pour aider les systèmes de défense aérienne russes à faire face aux hordes de drones et de missiles ukrainiens. Le Nebo SVU est censé les repérer, afin que les avions de chasse et les systèmes de défense aérienne russes puissent en les abattre. Au lieu de cela, 2 de ces complexes radars semblent avoir complètement échoué à détecter les drones ukrainiens, ce qui a conduit à leur élimination. On ignore combien d'autres systèmes, s'il y en a, sont présents à la base de Belbek. Si c'étaient les 2 seuls, l'Ukraine aurait peut-être neutralisé avions de chasse et systèmes de défense aérienne de la base. En parlant de radars, ce ne sont pas seulement les Nebo SVU que l'Ukraine a détruits le 18 décembre. Ces drones ont également visé un radar 92 N6E, qui, comme nous l'avons déjà mentionné, est un élément clé du système de défense aérienne S-400. La perte de ce radar serait un coup dur pour la Russie, car cela rendrait toute la batterie S-400 de Belbek incapable de tirer précisément jusqu'à son remplacement. Cela signifie qu'un autre coût important doit être absorbé par la Russie. Newsky indique que le coût de la perte de l'utilité de cette batterie S-400 pourrait atteindre 500 millions. En somme, la Russie possède beaucoup de matériel militaire coûteux et inutile. Suite à la mise hors service d'un radar 92 N6U Army Recognition, détaille ses fonctions, indique son nom de code O10 Gravestone et souligne qu'il s'agit d'un système radar mobile très avancé. Comme le Nebo SVU, le radar 92 N6E suit jusqu'à 100 cibles en même temps et offre une couverture à 360 degrés où qu'il soit installé. Les drones ne devraient pas lui échapper car le radar suit tout, des aéronefs à basse altitude aux missiles balistiques. Le radar doit pouvoir suivre des cibles volant à seulement 20 mètres, environ 656 pieds, au-dessus du sol. Et ces cibles devraient apparaître dès qu'elles se trouvent à moins de 300 km, soit 186 miles du radar. Si tout cela est exact, les drones ukrainiens n'auraient eu aucune chance. Mais rien de tout cela n'a suffi pour que le système radar alerte son réseau de S-400 de l'arrivée des drones ukrainiens, avant que ces drones ne le neutralisent définitivement. Enfin, le service de sécurité d'Ukraine affirme avoir détruit le système de défense aérienne Pantsir S2 à courte portée. Le Pantsir S2 peut atteindre des cibles à 30 km grâce à de nouveaux missiles solaires améliorés par rapport au Pantsir S1. Le système possède aussi son propre radar avec une portée de détection d'environ 10 km, soit 62 miles de plus que celle des missiles du Pantsir. Le radar détecte, les missiles détruisent.
Il y a suffisamment de différence de portée entre les deux pour permettre au Pantsir d'envoyer ses armes dans le ciel à temps. Si ces missiles 1257 E6 échouent, le Pantsir S2 est également équipé d'une paire de canons anti-aériens A38M de 30 Meteornem qui ont ensemble une cadence de tir d'environ 5000 coups par minute. Ces canons tirent jusqu'à 250 coups d'affilée. Ils servent de système de secours rapide si les missiles de défense aérienne ratent leur cible. En résumé, les 4 équipements détruits par l'Ukraine le 18 décembre formaient l'essentiel de la défense aérienne de la base de Belbek. Le service de sécurité d'Ukraine indique qu'un avion de chasse chargé a été abattu. Plusieurs radars, essentiels pour l'aviation et la défense anti-aérienne russe, ont été détruits, ainsi que l'un de ces systèmes. Mais ce n'est pas tout ce qui compte sur la frappe du service de sécurité d'Ukraine. Frapper Belbek constitue déjà un événement majeur pour l'Ukraine, selon The War Zone. La signification particulière de cette base aérienne réside dans le fait que ces avions et ces défenses aériennes permettent d'étendre la couverture plus profondément en Ukraine, tout en assurant une protection essentielle pour la base navale russe voisine de Sébastopol, et en étendant également cette couverture loin dans la mer Noire. Newski indique que Belbek était le principal aérodrome militaire russe en Crimée, et n'est pas seulement utilisé à des fins défensives. Il accueille des Su-30 MiG-31 et hélicoptères, utilisés par la Russie pour frapper l'Ukraine continentale et coordonner ses assauts aériens sur la mer Noire. Cela donne une dimension de plus à la frappe du service de sécurité d'Ukraine. En neutralisant les radars et autres défenses aériennes à Belbek, l'Ukraine offre plus d'opportunités à ses drones. À l'avenir, Belbek lui-même devient plus vulnérable, ce qui signifie que nous pourrions bientôt nous retrouver à rapporter la destruction d'autres avions de chasse et systèmes de défense aérienne. Sans couverture radar en mer Noire, la Russie fait face à un risque accru de menaces non détectées contre sa flotte navale. Et sinon, les navires. L'Ukraine peut exploiter les failles radar de Belbek pour envoyer plus de drones dans d'autres zones de Crimée qui dépendèrent de Belbek comme première défense. De plus, toute action de l'Ukraine limitant la capacité de la Russie à lancer des frappes aériennes est positive. Selon la bibliothèque de la Chambre des Lords du Royaume-Uni, entre le 5 et le 12 octobre, la Russie a lancé 92 missiles et près de 1400 bombes planantes sur l'Ukraine. Guara Media ajoute que 44 000 bombes planantes russes ont frappé l'Ukraine au cours des 11 premiers mois de 2025, ce qui représente environ 130 par jour. Bien sûr, seul un petit nombre de ces projectiles proviendrait de Belbek. Si la frappe du service de sécurité d'Ukraine empêche même quelques dizaines de missiles et bombes planantes d'être tirés sur l'Ukraine, cela réduit la pression sur les civils assiégés. Concernant l'impact sur les défenses russes, une attaque majeure pourrait en entraîner beaucoup d'autres. Il est donc utile d'examiner ce que nous savons, même si c'est peu, sur la réussite du service de sécurité d'Ukraine lors de cette frappe. Le service de sécurité d'Ukraine lui-même n'a pas expliqué précisément ce qu'il a fait, préférant plutôt détailler les dégâts dans le message Telegram que nous avons mentionné plus tôt. Cependant, Sky News a proposé une chronologie générale des événements qui ont ébranlé la base de Belbek jusqu'à son cœur, ce qui nous donne une idée de la stratégie que le service de sécurité d'Ukraine a suivie pour rendre l'attaque possible. Le média indique que le service de sécurité d'Ukraine a minuté son opération pour qu'elle ait lieu en pleine nuit, lorsque les équipes de défense aérienne russes étaient les moins susceptibles de s'attendre à une attaque. Profitant de l'obscurité, les drones du service de sécurité d'Ukraine ont parcouru des centaines de kilomètres jusqu'à Belbek, évitant les patrouilles nocturnes. Dans le processus, l'Ukraine s'était également assurée de frapper ses cibles dans un ordre précis. Les radars Nebo SVU ont été neutralisés en premier, logique vu leur grande portée de détection. Peut-être que les radars ont détecté les drones du service de sécurité d'Ukraine à leur arrivée, mais il était alors trop tard. Et une fois qu'ils ont été neutralisés, le reste des drones a pu tracer des trajectoires plus dégagées vers leur cible. Le radar Gravestone a été neutralisé ensuite, ce qui signifie que les S-Quadsense de Belbek n'étaient plus un facteur à prendre en compte. Toute la batterie a été aveuglée. Avec cette frappe, elle ne pouvait que tirer à l'aveugle dans le ciel, si elle tirait vraiment. Le Pantsir S2 a ensuite été neutralisé, étant la cible logique suivante. Nous avons mentionné plus tôt que ce système de défense aérienne possède son propre radar intégré. Donc, le détruire signifiait aussi détruire ce qui pouvait être le dernier équipement à Belbek capable de localiser les drones ukrainiens. Avec la voie libre, l'Ukraine a frappé le MiG-31 russe. Une explosion a réduit ce chasseur en cendres, selon Sky News. Après une frappe ukrainienne réussie, on aurait pu s'attendre à ce que les autorités russes déclarent avoir abattu les drones. Rien ne s'est vraiment passé.
Selon Sky News, cela s'est produit localement, les autorités régionales ayant publié de vagues notifications sur la riposte à l'attaque. Alors que la base de Belbek brûlait, le ministère russe de la Défense est resté silencieux. Probablement parce qu'il ne peut pas présenter une frappe ukrainienne sur une cible militaire majeure de Crimée comme une attaque terroriste visant des civils. Ce n'est certainement pas ce qui s'est passé, donc le ministère semble se contenter de faire comme si rien ne s'était produit, en espérant que seuls ceux qui vivent près de la base de Belbek apprennent l'existence des explosions et des incendies qui l'ont ravagé le 18 décembre. Quant à l'Ukraine, elle se satisfera d'une nouvelle frappe réussie contre l'armée russe en Crimée, alors qu'elle poursuit sa campagne pour chasser les occupants d'une péninsule que Poutine a annexée par la force en 2014. Comme d'autres frappes ukrainiennes en Crimée, celle-ci affaiblit la mainmise de Poutine sur ce territoire illégalement pris à l'Ukraine. Le groupe de soutien à l'Ukraine souligne que toute la guerre a vu l'Ukraine élargir progressivement sa stratégie en Crimée. Les frappes isolées contre des navires quittant la Crimée sont devenues des attaques ukrainiennes sur des cibles comme Belbek pour détruire les défenses aériennes russes. La stratégie actuelle de l'Ukraine en Crimée ne leur garantira pas nécessairement la victoire, mais en resserrant lentement l'étau autour de la Crimée, elle empêche la Russie de viser le point faible de l'Ukraine. Le groupe de soutien à l'Ukraine indique que l'objectif principal était de réduire la viabilité logistique de la Crimée, ce que l'Ukraine a réussi. La campagne coordonnée de frappes aériennes contre la Crimée vise à forcer la Russie à s'en retirer. Cela ruine à son tour la présence de la défense aérienne russe en mer Noire. En plus d'empêcher toute nouvelle frappe aérienne contre le territoire ukrainien depuis la péninsule, il reste encore beaucoup à faire avant que l'Ukraine n'atteigne ce deuxième objectif. Selon Euromaidan Press en juin, la Crimée reste l'une des principales faiblesses de Poutine. L'Ukraine doit viser à rendre la péninsule stratégiquement insignifiante, notamment car jusqu'à 160 000 soldats russes pourraient y être stationnés sans pouvoir rejoindre le continent ukrainien. En raison des pertes infligées par l'Ukraine à la flotte de la mer Noire, la Crimée doit devenir un désert pour les forces militaires russes. Peut-être que Poutine pense désormais que garder la Crimée pose plus de problèmes, et coûte bien plus que ça ne vaut. Piotr Dickinson l'a sans doute le mieux formulé dans un article de janvier, relayé par la Ligue des Canadiens ukrainiens. Moscou nie la détérioration sécuritaire en Crimée, et continue de présenter la péninsule comme une destination de vacances sûre, selon la Ligue. Cependant, si la campagne ukrainienne actuelle continue de prendre de l'ampleur, le Kremlin sera contraint d'abandonner cette approche du statu quo, reconnaître que l'occupation russe de la Crimée est menacée. Un tel aveu serait extrêmement humiliant pour Poutine. Cela pourrait également suffire à montrer aux civils russes vivant actuellement en Crimée que leurs foyers ne sont pas aussi sûrs que Poutine le prétend. Cela accentue la pression sur Poutine, qui tente de garder le contrôle de la péninsule. L'Ukraine est certainement assez déterminée pour continuer à frapper la Crimée durement et fréquemment, afin de forcer Poutine à céder le territoire. Avant cette dernière frappe du service de sécurité d'Ukraine, les unités fantômes d'élite de l'Ukraine ont passé quelques semaines à faire pleuvoir l'enfer sur la Crimée, détruisant des avions, des stations radars et de nombreux autres objectifs au passage. Découvrez-en plus sur ces attaques dans notre vidéo et abonnez-vous à l'émission militaire pour d'autres vidéos sur la campagne de Crimée de l'Ukraine. Merci de nous regarder.